Salut, nous sommes le 13 février 2022, vous regardez le 26e épisode de mon podcast tricot, Ok il tricote. Alors si vous êtes nouveau par ici, moi je suis Olivier, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux et plus particulièrement en ce qui concerne le tricot sur Instagram et Ravelry. C'est une vidéo ici qui va parler essentiellement de tricot, donc je vous souhaite la bienvenue si vous êtes là pour la première fois et comme d'habitude je remercie infiniment tous mes fidèles abonnés qui sont là à chaque fois. Voilà, maintenant que les remerciements et les présentations sont faites, vous pouvez vous installer et puis on va pouvoir débuter ce nouvel épisode avec l'éléphant dans la pièce. Alors l'éléphant dans la pièce, vous l'avez remarqué dans le mini-générique, il ne s'agit pas du tableau qui est derrière moi, mais il s'agit bien du pull que je porte aujourd'hui, le pull Armadillo de Vivi Elstrup, une designeuse danoise. Donc un pull relativement simple en jersey, que vous avez vu sur quelques images dans le mini-générique, mais qui a évolué depuis que ces photos ont été faites. Donc le mieux, c'est que je vous le montre vraiment sur moi maintenant. Vous voyez que c'est un modèle en jersey avec un point de goudron sur le haut des épaules et puis sur les côtés. Alors je me suis installé une petite contre-marche parce que j'ai pas assez de recul pour pouvoir monter dessus et pouvoir vous le montrer en entier. Donc je monte et je m'expose, voilà. Donc vous le voyez en entier ici. Donc la grosse différence par rapport aux photos que vous avez vues, c'est qu'il a un petit peu diminué, il était vraiment très très long. Donc je vous expliquerai ensuite ce qui s'est passé. Donc vous voyez qu'il y a un point de goudron qui se trouve sur les côtés, dans une forme triangulaire. Voilà, de chaque côté. Et sinon c'est un pull entièrement en jersey, avec des côtes de 2 sur le bas, un col en côte de 2. Voilà. Donc maintenant que je vous l'ai bien montré, je vais le quitter, ça sera plus simple pour vous donner des explications, je reviens. Donc comme je vous le disais, un modèle qui a l'air relativement simple, tout en jersey, qui se tricote du bas vers le haut, c'est donc un bottom-up. On va donc commencer par le bas en faisant des côtes de 2, comme vous pouvez le voir ici. Donc moi le modèle que j'ai fait, vous vous doutez bien, vu mon gabarit, c'est la plus grande taille, c'est un double XL je pense. Voilà, donc j'ai commencé par des côtes de 2 et ensuite j'ai attaqué par la mer de jersey, où j'ai fait tout le corps en jersey, jusqu'à arriver sous les manches, qui se trouvent ici. Une fois que je suis arrivé à ce niveau-là, j'ai laissé mon ouvrage en attente sur le grand câble que j'ai utilisé et je me suis mis à tricoter les manches séparément. Donc j'ai tricoté les 2 manches en commençant par les côtes, donc idem, des côtes de 2, et puis ensuite du jersey avec des diminutions pour former la forme de la manche, et puis arrivé à un moment donné, non, alors ça c'est après, j'allais vous dire une bêtise, le goudron se fait après. En fait, la manche, on l'arrête ici, quand on arrive, vous voyez, à la jonction du corps et de la manche. Donc voilà, on met cette première manche en attente, on procède exactement de la même façon pour la seconde manche, voilà, et ensuite, on va venir raccorder les manches au corps qu'on a tricoté auparavant. Donc pour ça, c'est très simple, on a donc notre première manche qui est sur un câble, on va venir avec l'aiguille, avec le câble sur lesquels les mailles étaient en attente, on va venir récupérer les mailles du corps qui étaient en attente aussi, puis on va commencer à tricoter. Quand on va arriver sous la seconde manche, on va récupérer les mailles qui sont de la deuxième manche qui était en attente également, et on va continuer à tricoter, et ainsi de suite, et après, voilà, les manches et le corps vont se retrouver sur le même câble en rond. Forcément, sous les bras, il va y avoir un trou, puisque la portion de maille qui était en attente sous les bras, on ne l'a pas récupérée avec le câble, donc pour combler ce trou, la designeuse propose de faire une couture. Alors moi, j'ai pas voulu faire ça, j'ai laissé mes mailles en attente et puis j'ai fait un grafting pour avoir une finition plus propre. Alors je sais pas très bien, je suis pas sûr que vous allez bien voir et bien comprendre voilà comment j'ai procédé. Enfin, toujours est-il que moi, j'ai fait un grafting
Et ensuite, j'ai continué à tricoter la suite du haut du corps. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à tricoter le point de gaudron sur le haut des épaules. Donc le point de gaudron, hein, pour ceux qui ne savent pas, on appelle ça le point de gaudron, mais c'est complètement simple. En fait, il s'agit de 2 rangs de point mousse et 2 rangs de jersey, 2 rangs de point mousse, 2 rangs de jersey, et puis c'est ce qui fait ces petits bourrelets. Et puis ensuite, on arrive à la partie du col. Alors là, pareil, la designeuse, en fait, a une façon de procéder un peu particulière. En fait, elle demande pour constituer le col de tricoter un certain nombre de mailles, de rabattre de mailles, de recontinuer à tricoter un autre nombre de mailles, de rabattre, etc. Puis après, elle fait relever des mailles pour venir tricoter le col après coup. Moi, j'ai pas du tout voulu faire ça. J'ai pas voulu l'écouter, j'ai pas du tout rabattu mes mailles. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des rangs raccourcis, j'ai fait des German short rows pour que toutes mes mailles autour du col restent sur le câble. Et puis, une fois que j'avais formé la forme du col, je suis venu tricoter mon col avec des diminutions. Donc, toujours pareil, un col en côte de 2. Voilà, donc un très large col. Alors, vous verrez si vous regardez des images du modèle sur le Ravelry de la designeuse, il y a très peu de modèles qui ont été tricotés, mais vous verrez que le col n'est pas aussi large que le mien. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant de vous donner toutes les explications du pourquoi toutes ces modifications, je vais vous dire avec quoi j'ai tricoté ce pull. Je l'ai tricoté avec un fil Bergère de France Prisme. Il s'agit d'un fil de grosseur DK. Un petit peu chiné, hein, avec trois nuances différentes, un bleu, un blanc et un gris-marron. Donc ce fil est un fil qui est composé de 55% acrylique et 45% laine. Voilà, un très très joli fil que j'avais acheté en janvier 2021, comme je vous l'expliquais la dernière fois, grâce à la promotion que Bergère de France fait au début de chaque année et puis au début de chaque été. C'est-à-dire que vous pouvez acheter 10 pelotes de laine et en obtenir 10 autres de la même qualité gratuitement, ce qui revient à acheter des pelotes à 50%. Donc voilà, j'ai tricoté ce pull avec ce fil-là. Alors pourquoi toutes ces modifications ? Il faut que je vous dise que je suis pas super content de ce patron. C'est pas du tout un patron que je recommande. En tout cas, c'est pas un patron que je recommande à des débutants. En fait, je pense, ça c'est mon analyse, hein, mais peut-être que je me trompe, je pense que Vivi Elstrup, en fait, est une excellente tricoteuse qui doit avoir l'habitude de tricoter depuis très longtemps et qui a justement ses habitudes et qu'elle a dû se tricoter ce pull sans patron et elle a couché ses explications comme ça sur un papier. Et du coup, ça donne un patron qui est quand même relativement sommaire, qui est bourré d'erreurs. Alors moi, comme je vous le disais, j'ai fait la plus grande taille, la taille double XL. Si vous allez sur le compte Ravelry de Vivi Elstrup, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a que 2 autres personnes, en plus de moi, qui ont tricoté ce pull. Donc je pense qu'en fait, c'est un pull qui n'a pas dû être testé. Ou en tout cas qui n'a pas été testé dans toutes les tailles. Et je soupçonne que ma taille, le double XL, n'ait pas été testée. Ce qui fait que il y a énormément d'erreurs de nombre de mailles. On ne retombe pas sur ses pattes. J'ai vraiment tourné ça dans tous les sens et ça marchait pas. Donc heureusement que j'ai déjà tricoté des pulls en bottom-up, j'ai pu me dépatouiller et retomber sur mes pattes, mais bon, voilà. Première chose, le patron est pas très bien écrit, il y a plein d'erreurs. Je pense qu'il y a un énorme problème de gradation parce que honnêtement, moi j'ai vraiment l'habitude de me tricoter des pulls double XL et en général ça tombe plutôt bien. Là, j'ai respecté l'échantillon, hein, j'ai déjaugé un petit peu la laine puisque je l'ai tricoté avec des aiguilles 5 mm alors qu'en fait c'est une laine qui est préconisée en 3,5, 4. Non, en 4, 4,5, pardon. Donc moi, j'ai vraiment tricoté avec des plus grosses aiguilles. Il faut savoir que, si vous me connaissez, je tricote très très serré. Donc j'ai toujours pour habitude d'utiliser un numéro supérieur d'aiguille. Mais là, quand même, je suis passé de 4 à 5, donc ça fait 2 numéros. Puisque le numéro supérieur au 4, c'est le 4,5. Donc voilà, ce qui fait que j'ai tricoté de manière un peu déjaugée, mais j'avais exactement le bon échantillon, l'échantillon de la designeuse avec ses aiguilles 5 mm. Et il se trouve que du coup, je tombais sur des dimensions mais qui collaient pas du tout, quoi, avec un truc vraiment gigantesque. Même si j'avais respecté la hauteur qu'elle disait du bas des côtes sous les bras, je me serais retrouvé avec une toge, quoi, vraiment. J'ai dû arrêter avant, enfin bon.
Je me suis dépatouillé, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je voulais vous dire que c'est un patron vraiment qui s'adresse pas du tout à des débutants. Je vous passe les explications du raccord des manches et du corps, plus les explications de la fin pour faire le col, enfin bon. Bref, je suis pas très content. C'est un patron qui est quand même vendu, c'est pas super cher, mais bon, qui est quand même vendu une certaine somme. Et je trouve pas ça bien normal de se retrouver avec un patron d'ailleurs qui tient sur une feuille recto verso avec des explications plus que sommaires, des erreurs. Bon, voilà. Au final, c'est un joli modèle, hein, mais voilà ce que je voulais dire sur ce patron. Je vous parlais également du col. Vous avez vu que moi, j'ai un col qui est hyper large. Alors du coup, il se trouve que ça fait très joli, hein, au final. Moi, j'aime bien. Mais voilà, si j'avais respecté les indications de la designeuse et que j'avais fait la dimension du col qu'elle disait, ça me faisait carrément un décolleté, quoi. Le truc, il arrivait là, il se finissait là. Ça faisait un truc vraiment... Donc bon. Voilà, si vous êtes tricoteur ou tricoteuse aguerri, allez-y, hein, vous pouvez tricoter le truc, vous allez vous en sortir. Mais si vous débutez, vraiment, alors que ça a l'air d'être un pull tout simple, en jersey juste avec des points de gaudron, vraiment, je vous déconseille ce patron. Honnêtement, à mon avis, il vaut mieux partir sur un patron de pull raglan basique. Par exemple, vous avez les pulls basiques de Cordelia Vortricot qui sont vraiment super bien écrits. En plus, ils sont gratuits. Je crois qu'elle les a fait soit en bottom-up, soit en top-down. Donc, vous prenez un de ces patrons basiques et puis vous rajoutez vous-même du gaudron aux endroits où vous voulez, hein. Je vous le rappelle, le gaudron, c'est extrêmement simple. C'est 2 rangs de points mousse, 2 rangs de jersey. Donc, vraiment, il vaut mieux faire ça plutôt que d'acheter ce patron-là. Voilà. Et puis, enfin, pour finir aussi, vous avez sans doute remarqué dans le mini-générique que le pull, malgré tout, m'était quand même encore assez grand et assez long. Parce qu'une fois que je l'ai eu lavé et bloqué, alors j'ai fait un blocage vraiment sans tirer dessus, je l'ai posé à plat, j'ai pas du tout tiré, il se trouve que ça s'était agrandi et que vraiment il était encore trop grand. Donc vous avez été nombreuses et nombreux, vous avez été plusieurs sur Instagram à me conseiller de le raccourcir en le coupant et en retricotant des côtes dans l'autre sens. C'est un truc que j'avais jamais fait, ça me faisait peur. Ma mère me dit souvent de faire ça. Elle me dit, mais tu verras, c'est pas compliqué, vas-y, lance-toi. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai posé le pull bien à plat sur une table, j'ai coupé avec une paire de ciseaux le plus droit que je pouvais. Après, j'ai tiré les fils, j'ai encore détricoté à peu près 1 ou 2 centimètres pour récupérer une ligne de maille bien correcte. Et puis ensuite, j'ai retricoté des côtes de 2 dans l'autre sens, ce qui fait que maintenant, il est plus court. Vous avez vu, hein, quand je suis monté... sur le mini escabeau tout à l'heure, vous avez vu le bas, maintenant ça va, la hauteur va beaucoup mieux que sur les photos que j'ai fait lorsque j'avais terminé le pull. Pour vous montrer, hein, voilà, j'ai retiré tout ça, j'ai gardé la partie que j'ai détricotée. J'ai enlevé environ 10 centimètres. Vous voyez, donc c'est ce que j'ai coupé, ça. Voilà, je l'ai enlevé. Ça fait peur, hein, au début, quand vous enlevez tout ce truc. Je l'ai enlevé, puis j'ai retricoté des côtes dans l'autre sens. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire sur ce pull, le pull Armadillo de Vivi Elstrup. On peut passer maintenant à l'objet suivant. L'objet suivant, il s'agit d'un modèle que nous avons tricoté en trio avec mes copains les mousse knitters, à savoir Paul, Valpolocello et Didier au fil de russe. Donc on avait déjà fait ça cet été, je crois, c'était pour un châle de Steven West. Je reviendrai sur cette prononciation tout à l'heure d'ailleurs. Un châle de Steven West, le Botanic Shawl, qu'on avait tricoté tous les trois. Et là, en fait, il s'agit d'un châle de Rory Locatelli, le Collective Shawl. Voilà, que vous avez peut-être déjà vu dans les podcasts respectifs de mes 2 copains. Donc voilà pour le mien. Ce que ça donne. Un petit châle, hein. Donc là, ça a l'air grand comme ça dans l'écran, mais en fait c'est un petit châle, hein. Avant blocage, il mesurait 1m30 et après blocage, il fait 1m60.
Mais un petit châle que j'aime bien, hein, vous avez vu, je vous dis tout le temps ça, parce que il n'est pas très large et que du coup, il est facile à porter comme une écharpe. Voilà, et moi c'est ce que j'aime bien, hein, parce que je porte pas les châles sur le dos, ou, voilà, j'aime bien porter mes châles de cette façon. Donc, un modèle qui est assez cool à faire et relativement rapide, puisque en fait, c'est un modèle qui va se tricoter avec un écheveau et puis des restes. Donc, moi, l'écheveau que j'ai utilisé, c'est un écheveau qui m'avait été offert par une spectatrice et qui est devenue une amie québécoise, Linda Asselin, qui vit à Montréal, avec qui, je vous avais déjà expliqué, on se fait des colis, on s'échange des colis de laine chaque année à la période de Noël. Et c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, elle m'avait envoyé des écheveaux de chez Riverside Studio, dont celui-ci, donc la couleur principale que j'ai utilisée, c'est ce très joli marron. Donc c'est leur base MCN Twist, un fingering composé de 80% mérino, 10% cachemire et 10% nylon. Et le coloris, c'est fondu. Alors au début, je comprenais pas. Je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça fondu? C'est pas du tout la couleur de la fondue. Parce que bêtement, moi, dans ma tête, fondu, c'est fondu savoyarde, hein, donc c'est du fromage. Et puis, honnêtement, je suis resté plusieurs jours comme ça à me dire, mais enfin, quand même, c'est bizarre, pourquoi fondu? Et en fait, c'est fondu au chocolat, hein, évidemment. Voilà, c'est un très joli brun marron. Voilà donc pour la couleur principale. Et alors toutes les autres parties en couleur, et ben ça ce ne sont que des restes. Et je suis dans l'incapacité de vous dire de quoi il s'agit, parce qu'en fait il y a des restes qui m'ont été donnés par ma mère, Michel, donc notamment cette partie. Non, ça provient d'un ancien châle. Enfin voilà, c'est vraiment des tout petits restes qui me restaient et je peux pas vous dire de quoi il s'agit. Donc le châle en lui-même, c'est un châle en forme de flèche, hein, qui va se commencer par cette pointe. On va commencer par une première partie en point mousse. Donc vraiment toute simple, hein, c'est du point mousse avec une colonne vertébrale centrale, et puis on va faire des augmentations autour de cette colonne vertébrale, et puis ça va commencer à former ce V. Et puis ensuite, en fait, ça va être une succession de parties en brioche. Alors c'est de la brioche inversée. Hein, vous avez vu que chaque partie, ça fait comme un miroir en fait. Vous avez une partie où vous allez avoir une couleur, donc là par exemple la couleur principale en dominante et l'autre couleur en couleur secondaire, et puis sur l'autre partie là on inverse en fait. Et on fait ça à chaque fois, ce qui va créer des nuances tout au long du châle, voilà. Donc voilà, c'est toujours une alternance de point mousse et de brioche avec des augmentations et des diminutions autour de la colonne vertébrale centrale, et puis aussi des augmentations ou des diminutions sur les bords. Alors, à l'origine, hein, c'était censé former une bordure un peu en zigzag, mais il se trouve que en fait, le châle, quand vous le terminez, est tellement petit que vous êtes obligé de faire un blocage assez fort, et donc le zigzag disparaît complètement au blocage. Donc, je suis pas tout à fait convaincu de l'intérêt de ces augmentations et de ces diminutions, d'autant qu'en plus, c'est quand même des augmentations et des diminutions qui se font dans la brioche, donc c'est pas forcément de la tarte, voilà. Mais bon, voilà ce que ça donne une fois bloqué. Alors, petit problème sur ce châle, en fait, c'est que je n'ai pas eu assez d'un écheveau pour le faire dans sa globalité. En fait, alors, il se trouve que je m'en doutais déjà dès le départ, parce que mon écheveau, en fait, c'était un écheveau de fingering, mais de la fingering un petit peu épaisse, puisque pour 100 grammes, il faisait 366 mètres et non pas 400. Hein. Le fingering, ça flirte plutôt autour des 400 d'habitude. Donc déjà, à la base, en le commençant, je me suis dit, oulala, si ça se trouve, j'en aurais peut-être pas assez. Et puis alors en plus, j'avais pas lu le patron jusqu'au bout, mais il se trouve que Rory Locatelli elle-même, dans son patron, dit qu'elle-même n'a pas eu assez d'un écheveau pour terminer son châle. Donc du coup, voilà, si j'avais lu ça avant, voilà, d'où l'intérêt quand même de lire souvent les patrons dans leur intégralité. Moi, je le fais jamais. J'aurais dû. Donc voilà, je suis arrivé à cette section et puis j'avais plus de couleur principale. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué avec un autre reste que ma mère m'avait donné. Donc voilà, ça fait un truc qui est quand même sympa. Hein. Normalement, c'était pas prévu comme ça. Hein. Ça devait se terminer sur une section en marron comme ça. Mais finalement, ça me va. Je suis quand même content de ce que ça donne.
Voilà, mais bon, juste quand même, c'est quand même un peu bizarre dans la description du patron de dire pour faire ce cheval, vous aurez besoin d'un écheveau de fingering et quelques restes, et puis en fait, quand vous lisez dans le détail, on vous dit non, finalement, un écheveau, ça suffit pas. Donc voilà, j'étais un petit peu étonné, et mes copains aussi étaient étonnés, parce que si vous avez vu l'épisode de Paul, pareil, alors lui, il lui en a pas manqué autant, il lui en a manqué juste un petit peu sur la fin, mais parce que je pense que lui, il avait un vrai écheveau de fingering qui devait faire 400 ou peut-être un peu plus de 400 mètres. Et Didier aussi en a manqué, mais lui, il avait un deuxième écheveau de la même couleur, donc ça n'a pas été un souci. Donc, voilà. Et je pense vous avoir tout dit sur ce châle. C'est quand même un super modèle. Franchement, un modèle que je recommande, surtout bien pratique pour utiliser des tout petits restes, parce qu'à chaque fois, pour chaque section, vous avez besoin de 10 grammes, voire des fois 8 grammes pour les plus petites. Enfin, vous voyez, c'est vraiment super utile pour utiliser tous ces tout petits restes qu'on peut avoir quand on tricote des châles. Voilà pour le collectif Shawl de Rory Locatelli. Et puis, puisque on parle des mousse knitters, on va continuer avec les mousse knitters. Et puis, je vais vous parler d'un modèle de Paul. Si vous suivez Paul sur les réseaux sociaux, ou bien alors si vous regardez son podcast, vous savez peut-être que Paul a réalisé son premier design, un design de chaussettes, qui va sortir dans quelques jours. Donc je vous disais en début d'épisode qu'aujourd'hui nous sommes le dimanche 13 février 2022. Je pense qu'il devrait sortir courant de la semaine prochaine. Donc il s'agit d'un modèle de chaussettes, les Hard-Nose Socks, un très très beau modèle en jacquard, comme vous pouvez le voir ici. Je vous présente ma version. Donc j'ai fait les deux. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de testeurs et de testeuses de ce modèle. C'est pour ça que je peux vous les montrer avant leur sortie. Voilà. Donc j'ai tricoté ce modèle avec deux laines. La première, la laine gris-bleu que vous voyez ici, il s'agit d'une laine de chez Malabrigo. C'est de la Malabrigo Sock, composée de 100% mérino. Et le coloris, c'est Persia. Et enfin, le second coloris, le très très joli vert un petit peu flashy, c'est une laine qui provient de chez Three Irish Girls. Dans leur qualité, alors je ne sais plus, je prends mon téléphone, je m'excuse. Dans leur qualité Adorn Luxe, pardon. Le coloris, c'est Bells of Ireland. Bells of Ireland, je suis désolé pour mon accent. Et c'est un fil qui est composé de 85% mérino et 15% nylon. Voilà, vous savez tout pour la laine. Donc c'est un modèle cuff down, c'est-à-dire qui se tricote depuis les côtes jusqu'à la pointe ici. On va commencer avec des côtes de 2, et puis ensuite on va enchaîner avec le motif jacquard. Donc c'est un motif qui est relativement simple, il y a une grille jacquard à suivre. Donc moi je suis pas un habitué du jacquard, mais j'ai pas eu de difficulté à suivre la grille. Et puis surtout c'est un motif qui est assez addictif en fait. On a toujours envie de voir la suite. Donc on tricote cette tige avec le motif jacquard. Il y a un très joli fil, enfin trait sur le côté, de chaque côté des chaussettes, que je trouve vraiment super sympa. On arrive au talon, et puis là, on va faire un talon renforcé classique, avec un motif œil de perdrix. Voilà. Et puis, alors je dis un motif classique, non, il n'est pas tout à fait classique. Il est classique jusqu'ici, jusqu'à cette partie, jusqu'à la partie du retour du talon. Et puis là, on va faire un gousset qui est un petit peu spécial. Donc je pose une des chaussettes, puisque en fait les augmentations du gousset ne vont pas se faire... les diminutions du gousset, pardon, ne vont pas se faire sur les côtés comme quand on fait un talon renforcé traditionnel. Ça va se faire sous le dessous de la chaussette. Donc vous l'avez vu sur les photos du mini générique, mais je vous le montre ici. Et en fait, les diminutions se font ici et ça forme ce très joli petit motif.
Et puis après, une fois qu'on a fini les diminutions, on continue sous le pied avec un motif de rayure, et puis on reprend le motif jacquard sur le dessus du pied. On vient enfin terminer la chaussette avec une pointe tout à fait traditionnelle, avec des diminutions comme d'habitude, et puis on ferme avec un grafting. Voilà. Donc un modèle vraiment super sympa, très très joli, que j'aime beaucoup, comme je vous le disais, très addictif. Voilà. Alors comme tous les modèles de chaussettes en jacquard, j'en avais déjà fait 2 autres auparavant. C'est des chaussettes, le jacquard fait que c'est un petit peu serré par rapport à une chaussette en jersey traditionnelle. Mais enfin bon, moi j'ai fait la plus grande taille, le 43-45, moi je chausse du 43. Et pour mon 43, ça va bien. 43-44 d'ailleurs, la taille, je sais pas, 43-45. Donc pour mon 43, ça va tout à fait. Après le blocage, aucun problème pour enfiler la chaussette. Si vous faites un 44, peut-être que ça risque d'être un petit peu juste, donc je vous conseillerais peut-être de prendre un numéro d'aiguille supérieur. Donc là, je vous ai pas dit, mais les côtes sont faites avec des aiguilles 2 mm et la partie 2,25 pardon, et la partie jacquard avec des aiguilles 2,5 mm. Voilà. Habituellement, moi, quand je me fais mes chaussettes en jersey, je les fais toujours en 2,25 parce que je préfère le toucher quand on marche sur le sol, on sent moins les mailles. Mais là, comme c'était du jacquard, il fallait le faire avec des aiguilles un petit peu plus grosses. Petite coupure, je suis en plein montage de mon épisode et je me suis rendu compte qu'il y a eu un problème technique et que j'ai perdu les images, la fin des images sur la partie des chaussettes Ardeno. Enfin, je les ai perdues ou alors ça ne s'est pas enregistré. Donc du coup, je tourne ça rapidement pour faire un petit raccord. Alors je pense que j'avais terminé de vous parler de ces chaussettes. Je voulais juste vous dire que donc, comme je vous le disais, ce patron sera disponible la semaine prochaine, après le 15 février, donc vraiment n'hésitez pas, allez vite sur la boutique Ravelry de Paul, Valpolicella, et n'hésitez pas à acheter le patron. C'est son premier patron, c'est cool de le soutenir, et puis vraiment, c'est un super modèle, très addictif, que vous prendrez beaucoup de plaisir à réaliser. Et d'ailleurs, j'ai hâte de voir les combos de couleurs que vous allez choisir pour réaliser cette super paire de chaussettes. Voilà, et bien cette fois c'est bon, les images sont enregistrées, on passe à la suite. On va rester dans l'univers des mousse-kniteurs puisqu'on y est, comme ça, ça sera fait. Je voulais vous parler de notre troisième compère, Didier, au fil de ruse. Didier a lancé hier sa boutique de laine teinte à la main. Sur Etsy. Donc je voulais vous en parler. J'ai eu la chance de recevoir il y a quelques jours en avant-première 2 écheveaux qui ont été réalisés par Didier, donc de magnifiques écheveaux que vous voyez ici, un super beau orange, voilà, et un super beau noir. Donc c'est des écheveaux semi-solides, donc je vous rappelle, semi-solide, c'est pas tout à fait uni, c'est des unis avec des nuances. Donc il s'agit de sa qualité Gizeh Sox, un fil composé de 75% laine et 25% pyramide, polyamide, 25% polyamide. Donc le noir c'est le coloris Anubis et le orange c'est le coloris Papyrus. Voilà, donc je vous invite à aller visiter la boutique de Didier. Pareil, n'hésitez pas à commander, il débute. C'est bien de lui donner un petit coup de pouce, d'autant que en plus ces laines sont vraiment super. Donc là je vais tricoter quelque chose avec ça, je ne vous dis pas quoi, j'ai même pas dit à Didier et Apple ce que j'allais tricoter avec, ça sera la surprise, et puis comme ça je pourrai vous en parler la prochaine fois avec un objet terminé, tricoté avec ces 2 écheveaux. Mais voilà, Didier fait des super coloris. Franchement, allez voir. Pour un démarrage, moi j'ai été bluffé. Je suis vraiment sous le charme de ce qu'il peut faire. Donc n'hésitez pas, allez-y, passez commande. Il a besoin de soutien, donc voilà. Et je peux pas vous dire grand chose de plus sur cette boutique, si ce n'est allez la visiter, foncez. On va passer à la suite. On parlait chaussettes juste avant avec les chaussettes de Paul, du coup je vais vous montrer
mon encours du moment, hein. Il s'agit encore d'une paire de chaussettes. J'ai décidé cette année, alors je vais pas me faire une boîte de bas, comme font nos amis québécois, parce que le principe de la boîte de bas, hein, si vous savez pas, c'est que vous tricotez des chaussettes tous les mois, pendant toute l'année, et puis que vous mettez dans une boîte, vous ne les portez pas, et puis vous vous offrez vous-même, ou vous offrez à quelqu'un, la fameuse boîte de bas que vous portez l'année suivante. Donc moi, je garde le principe de la boîte de bas dans le sens où j'ai décidé d'essayer de me tricoter une paire de chaussettes tous les mois en 2022. Donc la première, c'était les chaussettes de Paul, et la seconde, c'est ces chaussettes que je suis en train de tricoter. Donc voici, hein, je tricote la première. Pour le moment, j'en suis au talon. Donc c'est une chaussette que je tricote avec de la laine de chez Lang. Le coloris, donc c'est de la Lang Super Socks. Le coloris, c'est Cocktail Fruit. Un coloris que j'avais vu sur le compte Instagram d'Yvan, La Laine Fraîche. Si vous ne le connaissez pas, allez voir. Hein, son compte, c'est La Laine Fraîche. Laline fraîche, en un seul mot. Voilà, donc il avait posté une story avec cette laine et j'avais trouvé ce coloris vraiment super. Je lui ai demandé ce que c'était et puis voilà, je m'en suis procuré. Et donc je me tricote une chaussette, une paire de chaussettes toute simple en jersey avec cette laine. Voilà. J'adore le rendu. Je vous montrerai le résultat final dans le prochain épisode. Voilà, ça c'était pour mon encours du moment. Alors des encours, j'en ai plein, hein, je vous en ai parlé dans le dernier épisode. Je vous avais même dit que dans l'épisode suivant, donc celui-ci, je vous montrerai mes encours terminés. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Et puis, ces encours, soit je n'y ai pas touché, soit j'y ai très très peu touché. Donc je vous en parle pas aujourd'hui, on verra par la suite. J'ai toujours bien l'intention de les finir, mais voilà, les choses ont fait que j'y ai pas touché. Et, c'est un petit peu bête d'ailleurs, c'est Thibaut Tricostérone qui dit ça souvent dans ses épisodes. En fait, il se force toutes les semaines à tricoter un ou deux rangs sur chacun de ses projets en cours. Et au début, quand il racontait ça, je comprenais pas trop, mais finalement, je me dis que c'est pas une si mauvaise idée parce que du coup, ça évite que les projets restent en sommeil en fait. Parce que là, vous voyez, moi j'ai des encours qui sont en sommeil dans des sacs depuis des mois, ils n'ont pas avancé d'un millimètre. Si j'avais suivi son précepte, ils auraient continué à avancer. Et peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais un objet terminé supplémentaire à vous proposer. Mais bon, voilà. On verra plus tard. Pas de stress, pas de pression. C'est le tricot, ça doit rester que du plaisir. Donc, j'ai quand même encore un objet terminé à vous montrer. On y va tout de suite. Alors cet objet, je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours. C'est une écharpe que j'ai tricotée pour Jean. Une écharpe toute simple, hein, tricotée évidemment sans patron. Hein. C'est une écharpe en côte anglaise, voilà, comme vous pouvez voir, que j'ai tricotée avec des écheveaux qui m'avaient été offerts il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, par ma copine Léa, Fish and Knits. C'est des écheveaux de laine Texel. Donc le Texel, c'est une race de mouton hollandaise qu'on trouve plus particulièrement sur l'île de Texel. C'est une île qui se situe au nord des Pays-Bas. Voilà, donc une super jolie île, hein, je me suis un petit peu renseigné, ça m'a donné hyper envie d'aller visiter cette île, donc j'espère que j'irai bientôt et puis que je pourrai vous faire des images. Donc voilà, des écheveaux donc 100% laine Texel. Donc c'était des écheveaux qu'elle a achetés directement chez un producteur sur l'île, donc il n'y avait pas d'étiquette et aucune information, si ce n'est que c'était de la laine 100% Texel. Donc pour la grosseur, à mon avis, c'était un DK ou un worsted. Donc j'ai tricoté cette écharpe en doublant mon fil, c'est-à-dire en prenant 2 fils et en les tricotant comme un seul. C'est ce qui m'a donné ce chiné, hein. J'avais 2 écheveaux de bleu indigo, comme ce que vous voyez là, et puis un écheveau de laine non teinte. Donc pour les parties chinées, en fait, j'ai pris un brin de laine non teinte, un brin de bleu, et je les ai tricotés ensemble, et puis voilà, ça m'a donné ce très joli chiné. Et puis pour les autres parties, j'ai pris 2 fils bleus. Voilà, donc j'ai tricoté l'intégralité des 3 écheveaux qu'elle m'avait offert, et puis j'ai fait des sections, en fait, de couleurs différentes. Voilà. J'ai commencé par ici.
Donc là, j'ai fait un German Twisted Cast-On pour avoir un petit peu d'élasticité. Et puis après, ben voilà, hein, j'ai juste tricoté des côtes anglaises. Sur les bords, en fait, j'ai fait un petit taille cord. Donc tout simple, hein, c'est-à-dire quand j'arrivais à la fin de mes rangs, eh ben, je glissais les deux dernières mailles, et puis hop, de l'autre côté, je retourne, et puis je recommence à tricoter, et voilà. Et donc ça forme ce petit taille cord sur les bords, et du coup, ça fait une jolie finition, bien droite, et puis une jolie lisière, quoi. Voilà, donc j'ai commencé par une première section en chiné, ensuite j'ai fait une section d'exactement la même taille en bleu, et puis ensuite, j'ai continué jusqu'à utiliser toute la laine qui me restait. Donc là, pour cette section, j'ai pas mesuré en fait. Je suis allé jusqu'à ce que je n'ai plus de laine non teinte. Et puis en fait, ça m'a fait une dernière section toute petite en bleu. Et puis voilà, ça fait cette jolie écharpe. Et puis du coup, l'alternance des sections, c'est sympa parce que quand on l'enroule autour du cou, et ben voilà, ça se mélange. Et je trouve ça assez joli, je trouve ça assez moderne. Jean est super content. La laine Texel, elle est réputée pour être assez rustique et puis pour gratter. Alors honnêtement, moi, quand j'ai terminé de tricoter cette écharpe, je trouvais pas qu'elle grattait. Mais Léa avait prévu le coup et m'avait offert, en même temps que les écheveaux, un petit pot de lanoline. Je vais vous montrer ça. Voilà, la lanoline, ça se présente comme ça. Le petit pot qu'elle m'a offert, c'est un petit pot comme un petit pot de crème pour le visage. Et puis, à l'intérieur, vous voyez, ça fait de la graisse, hein, en fait. Voilà. Donc la lanoline, hein, je me suis un petit peu renseigné, c'est la graisse qu'on va trouver sur la laine, naturellement le suin qu'on peut trouver sur la laine, sur le dos du mouton en fait. Donc je ne sais pas comment ils font pour récupérer ça. Là, Léa a acheté ça sur l'île de Texel aussi, hein, donc chez le producteur je pense. Je me suis renseigné où est-ce qu'on pouvait en trouver ici en France. Alors j'en ai vu sur Amazon, pas chez les teinturières, mais dans les merceries, j'en ai pas vu. Donc je ne sais pas si vous savez où on peut trouver de la lanoline en France, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc comment j'ai utilisé ça? J'ai regardé un petit peu des tutos sur YouTube. J'ai trouvé des tutos québécois parce qu'apparemment au Québec, il y a un truc qui se fait assez régulièrement, c'est de lanoliser les surcouches. Les gens tricotent des surcouches pour les bébés et en fait mettre de la lanoline parce que ça a la propriété en fait d'imperméabiliser un peu la surcouche. Voilà, donc j'ai regardé ces tutos. Je vous mettrai des liens dans la description pour que vous alliez voir. Donc en fait, c'est assez simple à utiliser. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. Moi, j'en ai pris la pointe d'une cuillère à café que j'ai mélangé dans un bocal avec de l'eau et de la lessive. J'ai bien secoué mon bocal pour faire une émulsion, pour que la graisse... alors elle va pas se dissoudre, hein, la graisse dans la lessive et dans l'eau, mais elle va se mettre en micro-gouttelettes, voilà. Et puis après, quand j'ai terminé mon écharpe, je l'ai lavé comme pour un lavage normal pour la bloquer, et puis j'ai mis mon mélange lanoline et lessive que j'avais fait dans un bocal dedans, et puis voilà, j'ai laissé tremper. Et donc ça a pour effet d'adoucir un petit peu la laine. Alors oui, ça l'a un petit peu, effectivement, ça l'a un petit peu adouci. Après, c'est pas miraculeux, hein, c'est pas devenu un truc hyper doux, mais enfin bon. Moi, personnellement, je trouve que ça gratte pas trop et Jean non plus. Voilà, je voulais vous parler de cette histoire de lanoline. Et je vous ai montré tous les objets que j'avais en cours et terminés en ce moment. On va terminer par une petite section blabla, et puis on va pouvoir finir cet épisode. Alors dans cette section blabla, je voulais commencer par vous montrer un châle. Alors c'est pas un châle que j'ai fait moi, c'est un châle qui m'a été offert à Noël. C'est ma mère, Migdomoli Michel, qui l'a fait et qui me l'a offert à Noël. Alors on avait pour tout vous dire, on avait prévu de faire un épisode de podcast tous les deux. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que j'en fais de temps en temps et que on aime bien ça et que vous aimez bien ça parce que souvent j'ai des messages pour me réclamer Michel et me demander quand est-ce qu'on refait un épisode ensemble. Normalement on devait en faire un
en janvier, et puis manque de bol, je me suis chopé le Covid au moment où je devais aller chez ma mère qui vit dans l'Isère, et du coup ça n'a pas pu se faire, on n'a pas fait l'épisode ensemble. Mais c'est pas grave, on a prévu d'en faire un, on en fera un en 2022. La prochaine fois que j'irai chez elle, si on a du temps, on en fera un, même si moi j'ai rien à vous montrer, on fera un épisode, parce que elle, en revanche, elle a énormément de choses à vous montrer. Ça fait un an maintenant, je crois qu'on n'a pas fait d'épisode ensemble, enfin pas tout à fait un an, et depuis, elle a carburé, elle a plein de trucs à vous montrer. Et elle avait tricoté ce châle qu'elle m'a offert à Noël. Alors j'avais envie de vous le montrer parce que je suis super content de ce châle, et puis surtout c'est pas un modèle que vous allez trouver sur Ravelry. Enfin, vous trouverez pas le patron parce que c'est un châle qu'elle a tricoté elle-même sans patron. Voilà, elle a appelé ce châle le châle Océan. Il est super beau, je suis incapable de vous dire avec quelle laine elle l'a tricoté. On vous le présentera en détail quand on fera un épisode commun. Mais voilà, j'avais envie de vous le montrer parce que il est quand même super beau, ce châle Océan, qu'elle a inventé elle-même. Alors, elle m'a dit qu'elle avait écrit les instructions en même temps qu'elle l'avait tricoté. Alors, je ne sais pas si elle pourra les proposer à un moment ou pas. Je crois qu'il faut qu'elle se pose pour les remettre au propre, donc je peux rien vous promettre. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous parler de ce super cadeau que ma mère m'a fait. Merci beaucoup, maman, je l'adore. Voilà, voulais vous parler aussi d'un magazine, tiens. Alors, un magazine qui vient pas de sortir, hein, il est sorti il y a quelques mois déjà. C'est le numéro de Laine de l'hiver 2022, le numéro Winter 2022. Alors, si vous ne connaissez pas Laine, hein, c'est un très très joli magazine qui va présenter des modèles de tricot. Alors, malheureusement, pas en français. Si vous êtes uniquement francophone, vous pourrez juste profiter des belles images, mais vous ne pourrez pas le lire. Il est complètement en anglais. Et je voulais vous en parler parce que en fait, c'est un modèle qui, pour une fois, présente des modèles mixtes. Habituellement, c'est vrai que c'est majoritairement des modèles féminins, et là, ce ne sont que des modèles mixtes, Alors, on va trouver des modèles de pulls, de gilets, d'accessoires, et voilà, je voulais vous le montrer un peu parce que il y a vraiment des jolies choses. Alors, je sais pas si vous allez bien voir comme ça. Je vais vous montrer les trucs qui, moi, m'ont tapé dans l'œil. Il y a par exemple ce pull, le pull Viva, voilà. Donc là, qui est montré sur une femme, mais sur la page suivante, ici, on le voit porté par un homme. Alors androgyne, certes, mais un homme quand même. Et vraiment, je le trouve super sympa, ce pull. Donc ça me donne envie de le faire. On va trouver des modèles de gilets, comme celui-ci. Alors que je trouve vraiment bien. Mais alors, il y a un gilet particulièrement que je trouve magnifique. J'essaye de me dépêcher. Alors, oui, avant de vous montrer le gilet, il y a ce débardeur aussi. Le débardeur Cassis. Ça fait longtemps que j'ai envie de me faire un débardeur. Donc, je me dis, tiens, pourquoi pas. Là, le seul truc, c'est que c'est un débardeur qui est un petit peu oversize. Moi, comme je suis déjà bien costaud, me faire un truc oversize, je suis pas sûr. Mais bon, il suffira que je tricote une taille inférieure. Alors, où est-ce qu'il est, ce gilet? Voilà. Je trouve ce gilet particulièrement joli. Et je pense que ça va être un des prochains modèles que je vais me tricoter. Voilà, donc gilet, pull, hein, il y en a plein. Voilà, un super joli pull là aussi pour homme. Très très joli. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer ce magazine, le magazine Laine. J'achète pas toujours tous les numéros. Non pas parce que je les trouve pas bien, hein, c'est toujours très très joli ce qu'ils présentent. Mais bon, voilà, c'est quand même... très souvent très 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 féminin. Il y a rarement des modèles pour hommes. Donc là, pour une fois, comme il y avait des modèles mixtes, j'avais envie de vous en parler. Voilà, je vais vous parler des podcasts que j'ai regardés et que j'ai aimés depuis mon dernier épisode. Donc je ne vais pas pouvoir vous parler de tout, hein, parce que je regarde énormément de podcasts. Mais je vais vous parler des retours, parce qu'il y en a pas mal qui sont des retours, c'est-à-dire des gens qui faisaient des podcasts puis qui sont restés très très longtemps sans en faire, et puis là qui reviennent. Donc je voulais vous signaler notamment le retour de mon amie Elodie, Knitting Journey, qui
qui est revenu avec un épisode de podcast et puis qui là en ce moment fait des épisodes de vlog. Alors je vais pas trop pouvoir vous parler des vlogs, surtout du podcast. Moi j'adore regarder les podcasts. Les vlogs c'est un petit peu moins mon truc. Je suis pas fan de... Alors, rien à voir avec Elodie, c'est super ce qu'elle fait, mais bon, voilà, c'est un format que moi, j'apprécie un petit peu moins. Moi, j'aime bien quand ça ne parle que de tricot. Dès que ça parle un petit peu d'autre chose, que les gens racontent leur vie, bon, ça m'intéresse moins. Après, je conçois que ça puisse plaire, mais voilà. Donc, je voulais vous signaler le retour de Elodie avec ses podcasts et ses vlogs. Il y a aussi le retour de Sylvette, Silou M, que vous aviez découvert ici, dans les podcasts Au Kill Tricote, il y a 2 ans et demi maintenant. On avait fait un épisode ensemble, c'était l'épisode 7, et donc Silou s'était lancée à son tour dans les podcasts, elle était restée plusieurs mois sans en faire, donc là elle a refait un épisode, donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Du côté de nos amis québécois, je voulais signaler le retour des Chippendales. Pareil, qui sont restés plus d'1 an sans faire d'épisodes, donc là ça fait quelques mois qu'ils ont recommencé. Ils viennent d'en sortir 2 d'affilée, là, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, pareil, 2 garçons québécois super bien, super drôles, allez voir, et puis qui tricotent super bien surtout. Voilà, j'ai découvert aussi un podcast québécois qui s'appelle Mélimel. Je suis désolé, j'ai regardé qu'un épisode, donc j'ai pas retenu son prénom, mais je la classe dans les retours parce que visiblement c'est quelqu'un qui n'avait pas fait de podcast depuis 1 an. Je l'ai découvert très très récemment et j'ai beaucoup aimé son épisode. Toujours pour les mêmes raisons, parce qu'elle présente des très beaux projets, et aussi parce qu'elle ne parle que de tricot, elle fait pas de digression. Et moi c'est un truc qui me plaît bien. À nouveau un petit raccord parce que j'ai des images qui ont disparu. Donc dans les podcasts retour, je tenais absolument à parler du podcast de Cat Aiguille. Ça faisait 1 an que Isabelle, donc alias Cat Aiguille sur YouTube, n'avait pas tourné d'épisode. Donc je voulais vous signaler son nouvel épisode. Isabelle fait des épisodes avec sa maman. D'ailleurs, c'était elle qui m'avait donné l'idée de tourner des épisodes avec ma mère. Donc voilà. Vraiment, allez-y, je les adore toutes les 2, c'est des super tricoteuses, et elles n'avaient pas pu tourner pour diverses raisons pendant 1 an. Les voilà, elles sont de retour, donc n'hésitez pas à aller voir leur nouvel épisode. Voilà, je voulais vous parler de ça. Alors là, on n'est plus dans les retours, on est dans les podcasts qui existent déjà, mais j'en avais jamais parlé encore ici. Donc je vais vous parler de Chantal, que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous, alias Fraîcheur Mentalo. Donc je regarde ses podcasts depuis qu'elle a commencé. Et puis c'est vrai que là, ces 2 derniers épisodes, je les ai particulièrement bien aimés, donc j'avais envie de vous en parler. Allez voir les podcasts de Fraîcheur Mentalo, ils sont vraiment très sympas aussi. Voilà, et puis il me semble que je voulais vous parler d'un autre podcast. Ah oui, c'était dans les retours aussi. Alors c'est pas vraiment un retour, mais ce sont 2 personnes qui font des podcasts comme moi de manière assez espacée. Donc je voulais vous parler évidemment de la tricopathe et du ludopathe alsacien, Cindy et Ludo. Donc eux, c'est pas un retour, ils ont jamais arrêté de faire des podcasts, mais voilà, je voulais vous signaler qu'ils avaient fait un épisode il y a quelques temps. J'ai bien aimé leur dernier épisode. Donc voilà, ne les oubliez pas et allez les voir. Voilà pour les podcasts. Et puis, est-ce que je voulais vous dire quelque chose d'autre ? Ah oui, il faut que je termine avec cette histoire de Stephen Steven. Dans le dernier épisode, j'avais dit, très sûr de moi, j'avais dit oui, je comprends pas. La plupart des podcasteurs et podcasteuses dans leurs épisodes parlent de Steven West, alors que c'est pas Steven, c'est Stephen. Eh ben j'aurais mieux fait tourner cette fois ma langue dans ma bouche. Figurez-vous que, cela dit, ça m'a permis d'apprendre quelque chose. Figurez-vous que dans la langue anglaise, il y a une exception pour laquelle on prononce le PHV, c'est Steven pour Stephen. Enfin, c'est-à-dire que ça s'écrit Stephen, mais on ne prononce pas Stephen, on prononce Steven. Et c'est l'unique exception de la langue anglaise. À chaque fois que vous allez trouver d'autres mots avec PH, on ne dit pas VE, on dit FE. Mais pour Stephen, on dit Steven. Alors, je vous passe les explications, j'ai moi-même pas très bien compris. C'est un vieux truc qui date de la Grèce antique. En fait, ce prénom vient du prénom grec Stéphanos, qui, dès le départ, a été mal prononcé par les anglophones de l'époque. Enfin bon, bref, j'ai pas tout bien compris.
Il se trouve que c'est la seule exception dans la langue anglaise et on dit bien Steven West et pas Stephen West, donc mea culpa, mea maxima culpa. Vous êtes plusieurs à m'avoir rappelé à l'ordre, donc voilà, j'aurais mieux fait de me taire, ou pas d'ailleurs, parce qu'au moins, comme ça aura permis d'apprendre un truc. Bon bah voilà, cet épisode est terminé, un peu difficile, j'étais un petit peu rouillé, je trouve. On va voir ce que ça va donner au montage. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous serez toujours fidèles au rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt et bon tricot. Ciao!